À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la majesté. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la majesté. La capture du puissant lui sera-t-elle enlevée? Et le butin du tyran lui échappera-t-il? La capture du puissant lui sera-t-elle enlevée? Et le butin du tyran lui échappera-t-il? Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale, animée par David Mberakouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau, frappé du sceau du savoir, et l'expression ou l'onction de la faculté. L'onction de la faculté. C'est avec un cœur meurtri, un cœur chagriné, avec des yeux larmoyants que j'ai fait ce direct. Parce que l'état de santé mentale d'un peuple, l'état de santé psychologique, l'état de santé psychiatrique, l'état de santé psychosomatique d'un peuple a une véritable incidence sur l'évaluation de politiques publiques des dirigeants de ce même peuple. C'est l'état de santé du peuple qui est le véritable évaluateur de la rationalité, de l'efficacité des politiques publiques mises en place par les autorités dirigeantes de notre pays. Je commencerai ce direct par cette interpellation du procureur de la République près du tribunal de première instance, la commune de Yem, disons dans le Wellington. Nous avons vu le procureur de la République venir s'expliquer sur l'agression dont un agent de force de défense et de sécurité a été victime du côté du Wellington. Mais les explications données par le procureur ne m'ont pas totalement convaincu. Il parle d'un individu qui serait victime de névrose psychotique comme David Mberakouma. Donc à la limite, un malade mental. Mais ce que nous avons encore par rapport au fait, c'est que ce pseudo-malade mental a bien identifié sa cible avant son agression. Et les bonnes langues suggéraient que ce serait un agent public qui se serait retrouvé dans une banque pour pouvoir récupérer son argent. Malheureusement, sa carte magnétique s'est retrouvée bloquée à l'intérieur du robot et que ce dernier aurait tenté de récupérer sa carte et en vain. Et paraît-il qu'il s'est retrouvé auprès des agents de cette banque-là, tentant de vouloir régler son litige. Malheureusement, ce dernier aurait été rabroué comme un malpropre. Et compte tenu justement des difficultés liées à l'existence et aux besoins pressants de ce monsieur, ce dernier aurait attendu le lendemain pour justement laver son honneur, sa dignité, en prenant tout simplement une machette. Et à travers cette machette-là, il va tenter de menacer des personnes et il va identifier une cible. Nous ne connaissons pas la corrélation entre cet agent qui a été agressé et celui-là dont on qualifie être victime de troubles mentaux et avec un certificat médical dressé à cet effet, d'après le oui-dire du procureur de la République. Mais quand cela ne tienne, je voudrais attirer l'attention des pouvoirs publics sur la recrudescence de la montée vertigineuse de la violence au sein de notre pays. Et il y a plusieurs vidéos qui circulent sur la toile des élèves qui sont agressés constamment par d'autres élèves. Et ces agressions-là ressemblent à des émeutes.
sans compter le niveau de dégradation de mœurs de nos jeunes enfants. On voit bien les vidéos du lycée technique Omar Bongo Niba avec tous les abus, toutes les atteintes justement à la dignité des personnes et à cette jeunesse. Vous savez, une jeunesse oisive est une véritable pétrolière, une jeunesse en manque d'encadrement, une jeunesse mal instruite, une jeunesse mal éduquée est une bombe à fragmentation. Et c'est pourquoi il y a des instituts de sondage, des instituts qui arrivent à suivre l'évolution de cette jeunesse. L'évolution de la jeunesse gabonaise actuelle est à plaindre. Les jeunes deviennent de plus en plus violents. Nous qui sommes de la génération de 1990, la génération de notre frère Renjambé, la génération d'Alain Dixon, la génération d'Alain Claude Bibinzo et autres, c'est-à-dire la génération de l'avènement de la démocratie pluraliste, la génération de la démocratie participative, la génération de la démocratie apaisée initiée par le père Paul Babesolo, la génération de la démocratie conviviale initiée par la paix des braves, grâce à Pierre-Louis Agonjo Okawo et le père Paul Babesolo. Nous sommes totalement différents de la jeunesse actuelle. La jeunesse actuelle est pratiquement en perte de vitesse. Elle est totalement déphasée. Elle est totalement violente. Et elle exerce une violence inouïe à l'égard des tierces. Non seulement elle a du mal à s'intéresser des problématiques des enjeux du développement, mais encore pire, de s'intéresser aux aspects politiques, économiques et sociaux de notre pays. Pourquoi elle est plus apte à manipuler lors des processus électoraux. Une fois les processus électoraux terminés, eh bien, cette jeunesse se retrouve oisive, abandonnée à elle-même et victime d'ailleurs de tous les maux de la société. Vous voyez bien dans le groupe TikTok comment cette jeunesse est en train de plus en plus dépraver les mœurs des populations gabonaises. Une jeunesse de plus en plus amorphe, attentiste, apathique. Une jeunesse dont le sort est pratiquement scellé. Autrefois, Omar Bongo Niba parlait de la sacralisation de la jeunesse. Aujourd'hui, nous assistons à une espèce de désacralisation de cette jeunesse. Et c'est bien dommage et regrettable. Donc, non seulement la violence dont fait montre notre jeunesse est pratiquement en corrélation. Il y a un lien de causalité avec la gouvernance politique, économique et sociale de notre pays. Et j'en veux pour preuve ce qui vient de se passer actuellement du côté du boulevard Bessieux, communément appelé Boudbès. Ce lieu récréatif où nous allons manger des brochettes, où nous allons à des rendez-vous anodins, des rendez-vous d'affaires, des rendez-vous d'amitié, des rendez-vous de sentimentalité et autres. Et ce lieu a été rasé. Et ça mon corps défendant lorsque je vois des pères de famille qui ont perdu tout un commerce. Et pratiquement à la fin, justement, de notre année scolaire. Et un état prévisionnel, un état préventiste, c'est un état qui a soif du confort et du bien-être des populations. Brice Koto Ligui Nguema, qui est élu à 94%, ne peut pas se permettre de laisser ses collaborateurs saboter son action, détruire tous les commerces au niveau du boulevard Triomphal, sans mesure d'accompagnement. Il est de la responsabilité du pouvoir public, non seulement d'assurer le maintien d'ordre, mais également de sécuriser les biens et les personnes. Mais dès lors que nous arrivons à cette force inégalée, où la puissance publique arrive comme ça à détruire ce qui reste le peu de l'humanité des Gabonais, eh bien nous ne pouvons que nous insurger. D'aucuns viendront me dire que non, c'est un espace et qui va servir justement aux investissements productifs, certainement dans l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Mais quel type de Gabonais?
Quel type de Gabonais? Ces espaces qui sont récupérés par l'État gabonais, est-ce que ces espaces-là contribuent à améliorer le pouvoir d'achat des ménages? Est-ce que ces espaces contribuent à améliorer le niveau de vie des Gabonais? Est-ce que ces espaces qui sont récupérés par l'État contribuent justement à créer la cohésion, l'unité nationale de notre pays? Je ne le pense pas. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas comme ça comme on récompense un électeur à un mois de la fin du processus électoral. Le chef d'État n'est même pas à un an de l'exercice du pouvoir. Mais regardez toutes ces contre-mesures, des mesures improductives, des mesures qui n'auront aucun niveau de profitabilité pour Brice Koté Oligui Nguema. Et c'est dommage, c'est regrettable. Je voudrais m'insurger contre ces pratiques avilissantes, ces pratiques déshumanisantes, ces pratiques de la loi de la force, la loi du talion. Et vous le savez, c'est le peuple qui est le souverain. Vous ne pouvez pas brader la souveraineté du peuple de manière indéfinie. Un peuple qui vient d'élire un chef d'État sur la base d'un programme de société. Un programme de société. Et le chef d'État a été clair à travers justement la recherche, la mise en place de ces projets structurants. Mais comment est-ce qu'un État peut gouverner contre sa population? Il n'y a qu'au Gabon où je constate ce genre d'état de fait. Vous savez, la jurisprudence du Congo doit interpeller les pouvoirs publics gabonais. La jurisprudence du ministre de la Justice congolais doit interpréter les pouvoirs publics gabonais. Si le chef d'État peut être poursuivi pour haute trahison, a fortiori un vice-président du gouvernement, un ministre d'État et autres, vous êtes des justiciables au même titre que les autres Gabonais. Vous êtes des justiciables. Mais lorsque nous voyons comment l'architecture gouvernementale se comporte à l'égard des Gabonais, mais si c'est à croire, si toutes ces personnes qui sont victimes de discrimination, de marginalisation, de matraquage psychologique, ces gens-là ne sont pas des Gabonais. Et je l'avais dit, que les 7 années à venir vont être très difficiles pour le peuple gabonais. Parce que lorsque nous voyons le choix de Brice Koté Oligui Nguema, le choix de ses collaborateurs, des collaborateurs qui n'ont aucune humanité, des collaborateurs qui ont échoué par le passé, qui ont appartenu à tous les gouvernements successifs, sans que les conditions de vie des Gabonais ne s'améliorent significativement et que ce soit le même qu'on a reconduit à l'intérieur de l'architecture gouvernementale de nouveaux pouvoirs, j'ai bien peur que Brice Koté Oligui Nguema est en train de marcher sur les cendres. Je dis bien, il est en train de marcher sur les cendres. Parce que répéter une même chose qui n'a pas marché et s'attendre à des résultats, ben, c'est une manière très inintelligente de voir l'avenir d'un État. Le ministre de la Justice congolaise est actuellement en train de vivre des événements sombres de l'histoire de sa vie. Ce ministre qui a tenté de mettre fin à la violence de la jeunesse congolaise en assassinant ces personnes, en mettant en place la peine de mort, une peine capitale. Il arrive à tuer des Congolais. Aujourd'hui, le Congo est attaqué par le Rwanda. Ce ministre de la Justice a disparu. Il ne prend plus les armes pour attaquer le peuple rwandais. Il ne prend plus les armes pour attaquer cette agression intérieure. Donc ce ministre de la Justice congolais, qui a développé en lui le réflexe de l'impunité politico-judiciaire, est aujourd'hui en difficulté. Parce que ce qu'il n'a pas compris, c'est que cette jeunesse congolaise qui tue, qui assassine, qui pille, qui vole, qui braque, est à l'image de ses dirigeants. À l'image des dirigeants congolais. Et la preuve démonstrative est faite à travers ce même ministre qui aujourd'hui est poursuivi pour des détournements de fonds publics, pour le non-respect d'un certain nombre de clauses. Il arrive à signer des contrats de gré à gré, certainement pour prendre des pots de vin et autres. Bon, vous imaginez un tel niveau de responsabilité. Le peuple congolais vole les boîtes sardines.
Ils rentrent dans les maisons, braquent les gens avec le machette. Mais les dirigeants volent des milliards, comme au Gabon. Des milliards qui doivent servir au financement du développement. Des milliards qui doivent servir aux investissements dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures, dans l'amélioration des conditions de vie et existence du peuple congolais et autres. Malheureusement, cet argent est détourné et investi ailleurs, dans les paradis fiscaux, dans des pays, au sein des pays industrialisés, et les gens se plaignent de la violence qui est exercée par les populations gabonaises. C'est une très mauvaise façon de chercher à résoudre les problèmes que d'assassiner des personnes qui auraient pu avoir également une seconde chance, des personnes qui auraient pu également être formées à l'intérieur de prisons. Mais quelle est cette balance verbale entre une agression avec une arme blanche, sans perte de vie humaine, et l'assassinat de ceux mêmes compatriotes par des méthodes rétrogrades, des méthodes précambiennes, des méthodes paléolithiques? Il n'y a pas d'égalité. Et nous attendons voir ce qui va se passer du côté du Congo, si ce ministre de la Justice sera capable d'aller jusqu'au bout de sa logique, se mettre également à la disposition de la justice, parce qu'il n'est pas immunisé. Il n'est pas immunisé. Il a certainement une protection liée à l'exercice de son pouvoir en sa qualité de ministre d'État de la Justice, mais je ne pense pas qu'il soit immunisé. C'est un citoyen comme tous les autres citoyens. Lui également, il a droit à être jugé. Et j'estime, à tort ou à raison, que si par rapport aux preuves qui sont établies, que les détournements aient été effectués à travers déjà cette conclusion des marchés de gré à gré établie par ce ministre en toute violation de toutes les règles en matière de passation des marchés, eh bien, ce dernier également devrait être condamné, jugé et condamné, et nous attendons voir le signal fort du côté du peuple congolais. Il est de même pour la justice gabonaise. Regardez toute cette violence qui est exercée aujourd'hui par la jeunesse. Mais c'est compte tenu de la malgouvernance de nos différents dirigeants. Et les dirigeants africains se caractérisent par une très mauvaise gestion des ressources humaines. Une très mauvaise gestion des ressources humaines. Une gestion caractérisée par le tutorat, le protectorat, le parachutage et honté. Un manque de compétitivité, un manque de concurrence, un manque de recherche de la méritocratie. Et aujourd'hui, le peuple en souffre. Regardez les anciens membres du système soit dit déchu. Ceux-là qui ont été à l'intérieur de l'appareil étatique avec Ali Bongo Deba, avec Omar Bongo Deba. Voilà des gens qui ont passé 30 à 40 ans au sein des architectures gouvernementales, de manière successive, certaines de manière ininterrompue, 15 ans, 20 ans. Et ils n'ont pas été inquiétés du tout par la prise de pouvoir des forces de défense et de sécurité. C'est quelques menus frétins, le ministre des Travaux publics, qui d'ailleurs n'était plus ministre, le ministre du pétrole, Massassa et autres, plus Nodine Bongo Valentin, sa mère et Ouseni Oussa. Voilà que Nodine Bongo Niba a été exfiltré avec sa mère. Et ceux-là qui ont constitué justement à dégrader nos indicateurs macroéconomiques, ils vivent paisiblement. Les Marie-Madeleine Bourancho qui ont contribué à manipuler insidieusement la Constitution par des tripatouillages constitutionnels, et elle n'est pas inquiétée. Elle n'est pas du tout inquiétée. Son fils qui était directeur général du budget, pendant la période querelleuse, le soir du détournement des fonds publics, par bande organisée, il n'est pas inquiété. Et d'ailleurs, j'apprends qu'il occuperait actuellement un autre poste de responsabilité où il serait directeur général de la concurrence et consommation. Mais regardez l'état de déliquescence de cette direction aujourd'hui. Avec une montée vertigineuse de l'inflation dans notre pays, avec une capacité notoire de pouvoir exercer le contrôle pour arriver à maintenir le train de vie justement des populations les plus fragilisées. Donc nous sommes dans un système politique, économique et social où les nantis sont toujours protégés. Les fils de bourgeois sont protégés. La justice ne leur concerne pas. Mais ce sont des menus frétins, des voleurs de boîtes sardines, les voleurs des écrans placements, des voleurs de portables qui continuellement vont en prison. Mais jamais les fils de bourgeois, jamais les fils de nantis. Et pourtant,
nous les avons vus participer à la gestion scabreuse, la gestion comateuse, eschatologique et apocalyptique, justement, de nos deniers publics. Ces anciens dirigeants qui sont à l'origine du niveau d'endettement excessif de notre pays. Dieu seul sait là où l'argent est passé. Pour justifier ce niveau d'endettement aujourd'hui, qui est aussi quand même des proportions assez inquiétantes pour l'avenir de notre pays. Et une des questions qui a été posée par le journaliste à l'endroit de l'actuel nouveau homme fort de notre pays, parce que celui qui tient la bourse, mais c'est celui qui tient le pouvoir, c'est-à-dire Henri-Claude Ohima. Et on lui posait la question de savoir comment est-ce qu'il allait faire pour arriver à désendetter pratiquement le pays. Comment il allait faire pour arriver à gérer la question de la dette. Ce dernier nous a dit clairement que la question de la dette n'était pas une préoccupation majeure pour le gouvernement actuel. Que leur préoccupation était beaucoup plus sur l'implémentarité de la vision du chef d'État Brice Oligui Nguema, sur la base de laquelle il a été élu, à savoir justement rechercher le confort et bien-être des populations gabonaises. Et qu'il allait tout faire pour arriver à diversifier l'économie de notre pays pour que les Gabonais puissent vivre de mieux en mieux. Mais regardez le discours de ce jeune, de ce compatriote. Un discours poignant, un discours captivant qui a suscité une certaine espérance au peuple gabonais. Et nous nous réveillons ce matin avec des commerces qui ont été totalement détruits du côté du boulevard Triomphal, sans mesure d'accompagnement, sans possibilité pour ces personnes d'engager des recours. Mais qui vous a dit qu'un État ne peut pas être poursuivi? Je ne comprends pas ce pays-là. Qui vous l'a dit qu'un État ne peut pas être poursuivi? Que l'État, parce qu'il serait justement le jouisseur de toutes les prérogatives de puissance publique, que cet État-là doit tout faire, matraquer les gens, détruire leur commerce, détruire leurs maisons, arracher leurs terrains et autres. Pourquoi vous vous comportez ainsi? Pourquoi vous êtes si méchant? Pourquoi vous êtes méchant? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous gagnez à faire autant de méchanceté au peuple gabonais? C'est quoi l'intérêt, en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà des individus qui viennent de faire élire le chef de l'État. On n'est même pas à 3 mois d'exercer le pouvoir. Vous allez casser leur commerce. Vous détruisez leurs unités productives. Mais c'est vous qui vous plaignez, justement, du niveau de chômage et qui est exponentiel. C'est vous qui vous plaignez du niveau de la violence dans notre pays. Mais vous pensez que ces gens-là, lorsque vous détruisez leur commerce, c'est à travers leur commerce qu'ils arrivent à payer l'école de leurs enfants, qu'ils arrivent à payer leur maison, qu'ils arrivent à nourrir leur famille. Ces gens-là, lorsque vous détruisez leur commerce, dites-moi un peu, qu'est-ce que ces gens-là doivent faire? Alors que vous êtes les représentants de cette population. Vous n'êtes pas capable de construire des marchés. Vous n'êtes pas capable de construire des logements sociaux. Vous n'êtes pas capable de créer des emplois. Vous n'êtes pas capable de susciter l'emploi. Vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable. Et vous n'êtes pas capable. Et vous n'êtes capable de rien du tout. Et pourtant, il y a un passé relativement récent. Vous étiez en train de courir derrière ces personnes-là. Parce que ce sont des électeurs. Ce n'est que pendant les processus électoraux que vous reconnaissez que c'est le peuple qui est le souverain, que c'est le peuple qui est le détenteur de pouvoir. Une fois les processus électoraux terminés, vous abandonnez cette population, vous commencez à la matraquer, vous